Tout le monde veut savoir ce qui se passe à la Maison-Blanche. Écoutons ce que le président Trump vient de dire. Est-ce que cette guerre est terminée? Je pense qu'elle est presque terminée. Je veux dire, je considère qu'elle est très proche de la fin. Vous savez quoi? Si je retirais mes troupes maintenant, il leur faudrait 20 ans pour reconstruire ce pays. D'accord. Donc, d'un côté, Marc, très bien. Donc, le président Trump vient essentiellement de dire que la guerre est terminée. D'un autre côté, écoutez une autre chose qu'il a dite, et cette fois-ci en dehors de la Maison-Blanche. Je peux vous dire que nous avons été contactés par l'autre camp. Ils veulent vraiment conclure un accord. Où est donc la fin du jeu? Vous disiez que c'était lié au nucléaire. C'était à propos du nucléaire, très similaire. Oui, très bien. Je suppose que vous écoutez. C'est à propos du fait qu'ils n'auront jamais d'armes nucléaires. L'Iran, notez-le bien, ils n'auront pas d'armes nucléaires. Je pense qu'ils accepteront. J'en suis presque certain. En fait, j'en suis sûr. S'ils n'acceptent pas, il n'y aura pas d'accord. Il n'y aura jamais d'accord. Avant de commencer, Marc, j'aimerais dire à nos téléspectateurs qu'aujourd'hui, nous sommes le mercredi 15 avril. Et je sais que certains d'entre vous ont dit qu'il est vraiment important que nous le précisions, étant donné l'actualité très chargée que nous vivons tous en ce moment. D'accord? Donc, je suis Ruthie Bloom. Je suis ici dans le studio de GNS. Et à distance, mon co-animateur, Marc Regev, se joint à moi. Alors, Marc, que penses-tu de ce qu'a dit le président Trump? Cette guerre est-elle terminée? C'est une bonne question, et je pense que cela dépend de la façon dont on définit la guerre. Est-il possible que la phase de haute intensité soit terminée? Je ne sais pas. Le président ne cesse de surprendre le monde. Et plus important encore, il surprend les Iraniens, ce qui les déstabilise. Je veux dire, ils pensaient qu'ils tenaient le monde à la gorge. Ils pensaient que le monde était à leur merci parce qu'ils contrôlent le détroit d'Ormuz, et ils pensaient que le monde entier viendrait à eux. J'ai même entendu certains commentateurs dire que c'était aussi puissant que d'avoir une arme nucléaire parce que le monde entier avait besoin de ce pétrole qui sortait du détroit. Et qu'a fait le président Trump? Il a dit, si vous allez bloquer le détroit, je vais bloquer le détroit. Et à bien des égards, je pense qu'il a neutralisé leur capacité à avoir l'avantage, à avoir toutes les cartes en main. Et je pense que c'était un geste très intelligent. Je m'attends au fil du temps à ce que nous voyions d'autres actions similaires. Oui, absolument. Et vous savez, c'est presque trompeur de dire qu'il a bloqué les détroits ou le détroit d'Ormuz. En réalité, ce qu'il a fait, c'est bloquer tous les points d'accès, tous les ports iraniens, afin que la République islamique ne puisse pas exporter de pétrole ni de gaz. Et c'est la source de ses revenus. Et il est en train de les étouffer, en fait. Tu as raison, il a dit « ouvrez le détroit ». Et le régime de la République islamique prélevait des taxes. Ils ont dit non, ils prenaient le détroit d'Ormuz en otage. Et le président Trump leur a joué un tour. Il a dit « Ah oui, je vais vous montrer ». Qui êtes-vous, petit dictateur? Non, pas quand je suis là. Et donc, il a bloqué l'accès de l'Iran à toute source de revenus. Et de toute façon, l'économie iranienne est déjà complètement détruite. Et cela va encore aggraver la situation. Mais la question ici est-ce qu'il bluffe? D'un côté, il a dit « Nous leur donnons 2 semaines de cessez-le-feu ». Et je crois que cela se termine la semaine prochaine, à un moment donné, peut-être autour de la fête de l'indépendance d'Israël. Mais il a aussi dit « Pas d'armes nucléaires. Ils ne peuvent pas avoir d'armes nucléaires. Ils ne peuvent pas avoir d'uranium enrichi. Ils ne peuvent même pas avoir la moindre poussière nucléaire, pour ainsi dire. Et ils ne peuvent pas avoir la capacité d'enrichir de l'uranium, en gros, jamais. D'accord? Et les personnes qui sont venues négocier avec J.D. Vance, avec le vice-président J.D. Vance, et Steve Witkoff et Jared Kushner sont partis après 21 heures de réunion. J.D. Vance a dit « Non, nous avons fait beaucoup de progrès. Nous avons fait beaucoup de progrès. Mais en gros, notre ligne rouge, c'est pas d'armes nucléaires. » Et ils ont dit « Non, d'accord. » Ensuite, il y a eu ces rapports que je considère comme de purs intox, disant que l'Amérique allait accepter de leur permettre, dans 20 ans, de commencer à enrichir de l'uranium. Mais alors, cela aurait rendu cet accord, soi-disant accord, pas très différent du JCPOA d'Obama. Donc, je n'ai pas cru à ces rapports et tout ça. Mais le point essentiel est le suivant. Quand tu dis que la phase la plus intense de la guerre pourrait être finie, n'est-ce pas? Nous ne voyons pas de missiles lancés depuis l'Iran.
et Israël et les États-Unis ne lancent pas non plus d'attaques contre l'Iran. Cependant, Israël est bombardé quotidiennement chaque nuit par des missiles du Hezbollah depuis le Liban, principalement dans le nord d'Israël. Mais vous savez, Israël est un tout petit pays et le nord d'Israël en représente une grande partie. Donc, j'aimerais aussi que vous parliez de cette question de la séparation du Hezbollah de la République islamique. Et parlez-moi un peu de ce qui vient de se passer à Washington concernant le Liban et Israël. Avec votre permission, Ruti, je commence par l'Iran. Vous avez dit qu'il a bloqué tout le pétrole sortant des ports iraniens, et c'est exact. Et comme vous l'avez également très bien dit, c'est leur bouée de sauvetage. Oui, que vont-ils faire? Que feront-ils sans vendre leur pétrole? Et lui, encore une fois, il leur a répondu, vous savez, Peut-on dire œil pour œil, dent pour dent? Il est allé droit au but et ils ont dit « tu le fais, donc je peux le faire aussi ». Ce n'est pas clair pour moi non plus, mais il a une option, Ruti, s'il veut bloquer les importations vers l'Iran, non? Ce qui lui donne un énorme levier, une énorme arme à utiliser là-bas. S'il peut empêcher les marchandises d'entrer dans les ports iraniens, je suppose que l'Iran ne produit pas tout ce dont sa population a besoin. Il a vraiment la capacité de restreindre ce qui peut entrer s'il choisit d'utiliser cela aussi. Ce sera très intéressant. C'est une impasse maintenant parce que les Iraniens ont imposé leur propre blocus. Il a imposé un blocus contre eux. Et je dirais que les Iraniens vont de plus en plus souffrir maintenant parce qu'ils ne peuvent pas, vous savez, ils subissent beaucoup de pression de la part de leurs amis, que ce soit les Chinois ou d'autres, qui leur diront « Écoutez, ce n'est pas tenable, n'est-ce pas ?» Si vous ne pouvez pas exporter votre pétrole, la seule raison pour laquelle on vous apprécie, c'est ce pétrole et cela devient un problème. Je pense que la pression sur les Iraniens pour qu'ils fassent des compromis va augmenter. Et la question est, après, vous savez, je suppose qu'ils vont se revoir. J.D. Vance, Witkoff et Kushner seront à nouveau avec l'équipe iranienne pour un deuxième tour de ces discussions. Et la seule question sérieuse est, vont-ils surmonter les divergences et sera-t-il possible de trouver une solution? Je souhaite partager mon avis. La question nucléaire est, selon moi, la plus importante dans ces discussions. En réglant cela, la question des détroits et le reste peuvent s'arranger. J'aimerais aussi un changement de régime et des missiles balistiques. Il aimerait aussi avoir des groupes supplétifs, mais je crois qu'il faut établir des priorités. Et la chose la plus importante ici, je pense que le président Trump a 100% raison. Nous devons nous concentrer sur la question nucléaire parce que c'est la plus importante. Tout le reste est insignifiant comparé à la question nucléaire. Comme le président l'a souvent répété, nous ne pouvons pas permettre à ce régime d'obtenir des armes nucléaires. Maintenant, je ne pense pas que ce dont parlent les Américains, ce dont Trump parle. Vous avez exprimé votre inquiétude, que cela puisse simplement être une nouvelle version du JCPOA, l'accord nucléaire raté d'Obama. Et je dirais que non, cela ne semble pas du tout aller dans cette direction. Parce que, tout d'abord, le président exige le retrait de tout l'uranium enrichi actuellement en Iran. Que cela parte en Russie ou ailleurs, cela m'est égal, mais tout cet uranium doit partir. En d'autres termes, lorsque ce processus sera terminé, l'Iran n'aura plus d'uranium enrichi. Je comprends que le président est aussi très ferme et qu'ils ne peuvent pas enrichir de nouvel uranium. Ils ne peuvent pas enrichir plus d'uranium. Et dès que vous traitez ces questions, je pense que vous vous occupez de leur capacité à fabriquer une bombe et que vous avez largement empêché que cela se produise. Maintenant, vous exprimez votre inquiétude que les Américains aient mis en avant ce jeune de 20 ans. Excusez-moi, laissez-moi vous interrompre. J'ai dit que les médias qui diffusent de fausses informations ont dit cela. J'ai dit que c'est une fausse information, Axios, le New York Times. Non. Je n'y crois pas précisément parce que ce sera juste un autre JCPOA. Je n'y crois pas. Les médias de désinformation répandent cela. Donc, encore une fois, si vous obtenez une limite de temps fixée à plusieurs décennies, n'est-ce pas? Je préférerais qu'il n'y ait aucune limite de temps, oui. Mais encore une fois, je ne veux aucune limite de temps du tout. Mais je pense que si vous commencez à parler de quelque chose qui est dans 50 ans et que c'est un avantage pour les Iraniens et qui sait ce qui va se passer dans les 50 prochaines années, oui, en ce qui concerne ce régime, je pense que vous pouvez jouer avec ça.
Je ne veux pas jouer, je préfère quelque chose de clair. Mais si vous négociez, je pense que c'est le genre de question où peut-être vous pouvez montrer, leur donner quelque chose de symbolique, comme pour les 50 prochaines années, vous savez, je n'aime pas 20-20, c'est trop proche. 20 passe très vite. Mais si vous pouvez obtenir un accord, quel était le problème avec le JCPOA, l'accord d'Obama? Il n'a jamais vraiment rempli son objectif. Ça ne les a jamais empêchés d'obtenir des armes nucléaires. Trump veut vraiment les empêcher d'en avoir, et c'est une différence cruciale. D'accord, alors voilà, Marc. Oublie ça. Tu sais, un accord peut être conclu si, aucun accord ne peut être conclu avec ce régime. La minute où un accord est conclu avec l'une des figures existantes en ce moment, qui n'ont pas été éliminées, assassinées, anéanties lors de frappes aériennes, toute personne qui reste debout est un ennemi des États-Unis, certainement d'Israël, de l'Occident. Et la seule différence entre ceux qui disent que nous devrions conclure un accord, comme la position du président, c'est qu'il est furieux que l'équipe soit revenue d'Iran sans accord. Ce n'est pas qu'il soit un modéré. La différence entre les modérés, les soi-disant modérés et les extrémistes, c'est que les modérés croient qu'il faut tromper l'Occident selon le principe de l'islam qui dit que l'on peut mentir. En réalité, on est censé mentir pour obtenir ce que l'on veut sur le long terme, avec de la patience. Et d'autres disent, non, nous ne voulons pas mentir. Nous attendons le 12e imam, et tout cela parce qu'ils sont tous des fanatiques, et qu'ils sont tous maléfiques, et qu'ils font tous partie du régime maléfique. Et ce que je crois, c'est que si vous les empêchez d'avoir des armes nucléaires et d'exporter leur pétrole, il n'y a plus de régime. Et c'est ça qui est beau. Tu n'arrêtes pas de dire que, tu sais, j'exige la perfection. Le régime tombera s'il n'a plus d'oxygène. Et si ce n'est pas le cas, et s'il continue d'être intransigeant, je crois vraiment qu'on pourrait revenir à des moyens militaires à nouveau. Je n'exclus pas cela, Ruti. C'est tout à fait possible de revenir à des moyens militaires. Je voulais seulement citer les deux dirigeants concernés. Netanyahou l'a dit publiquement, il a dit qu'ils n'auront pas d'uranium enrichi, ils n'auront pas la capacité d'enrichir davantage. Il a dit que cela peut être fait par la diplomatie ou que cela peut être fait par la force militaire. Nous pouvons détruire ce qu'ils ont. Mais que dit-il? Il affirme qu'il existe une option diplomatique. Pourtant, quand le président a envoyé l'équipe du vice-président négocier avec les Iraniens, il est clair qu'il n'y a pas de négociation avec le régime iranien. Dire que vous êtes contre les négociations avec le régime iranien, cela peut être votre opinion, et je peux respecter cela. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Il y a des négociations avec le régime iranien, et le but est d'obtenir un accord, contrairement au JCPOA, un accord qui fonctionne réellement. Maintenant, vous pouvez me dire que vous pensez que c'est impossible. Et le verdict n'est pas encore tombé. Tout ce que je dis, c'est que je ne suis pas sûr que les Iraniens puissent accepter les lignes rouges que l'Amérique et Israël considèrent comme le strict minimum nécessaire dans ces négociations. Mais je ne l'exclus pas d'emblée. Je pense qu'avec tous les dégâts que nous avons infligés aux Iraniens, est-il possible qu'ils acceptent des choses auxquelles ils n'ont jamais consenti par le passé? Je ne le pense pas. Et s'ils tiennent bon et que nous continuons à mener des actions militaires contre eux, peut-être que nous nous rapprochons de cet objectif. Vous n'avez pas besoin de revenir à une guerre totale. Vous pourriez agir de façon chirurgicale et prendre le contrôle de l'île clé du transit pétrolier. Vous pourriez utiliser des forces terrestres de façon chirurgicale ici ou là pour éliminer des cibles précises. Vous pouvez frapper, oui, à différents endroits sans revenir à une guerre totale. Et bien sûr, vous avez l'option, si vous n'avez pas le choix, de revenir à une guerre totale, c'est-à-dire de poursuivre les frappes contre le régime iranien. Mais il est clair pour moi que Trump préfère une solution négociée s'il peut l'obtenir. D'accord. Ce qu'il veut vraiment, c'est que la République islamique se rende. Voilà le marché. Vous vous rendez, nous gagnons, vous perdez. Que pensez-vous de cet accord? Deuxièmement, cela nous amène maintenant au Hezbollah, au Liban. Pourquoi? Parce que les négociations qui se déroulent à Washington, c'est du jamais vu. Des négociateurs israéliens et des négociateurs libanais se rencontrent sous l'égide du secrétaire d'État Marco Rubio. Et maintenant, beaucoup de gens disent, écoutez, il n'y a rien qu'ils puissent faire parce qu'ils négocient entre eux.
Pendant ce temps, le Hezbollah tire des roquettes. Maintenant, ici, si vous prenez cela comme exemple de ce que je pense, oui, il faut avoir une approche à la fois militaire et diplomatique. Pendant tout ce temps, au cours de ces discussions, Israël n'a pas cessé de mener la guerre contre le Hezbollah. Et la principale raison pour laquelle ces discussions avec le Liban ont lieu, c'est parce que le Liban a été incapable ou n'a pas voulu vaincre le Hezbollah par lui-même. Tout d'abord, le Hezbollah est profondément enraciné dans le gouvernement et l'armée libanais, etc. Mais le peuple libanais en a assez, tout comme le peuple iranien. Maintenant, il faut juste dire un mot sur le peuple iranien qui continue d'être mis de côté dans toutes ces discussions sur le nucléaire et tout le reste. Cette période sans tir de missiles, il se pourrait bien, vous savez, qu'il se passe des choses en coulisses pour aider le peuple iranien à se préparer à descendre dans la rue. Maintenant, ils ont été massacrés par dizaines de milliers. Et d'ailleurs, c'est très urgent en ce moment. Parce que, excusez-moi, parce qu'il y a des mercenaires qui arrivent, des milices qui viennent d'Irak pour aider le régime à abattre encore plus, à exécuter encore plus d'Iraniens innocents. Nous ne pouvons pas les oublier. Et n'oublions pas que Trump a dit, des semaines avant le 28 février, quand la guerre a commencé, Trump a dit au peuple iranien, « L'aide arrive ». Et oui, cela les aide. Et même s'ils vivent dans un chaos total, je dirais dans la terreur, ils disent toujours qu'ils veulent que le président Trump et le premier ministre Netanyahou terminent le travail. Ils veulent qu'ils continuent de tirer sur les membres du régime. Ils le veulent vraiment. Et donc, je crois que nous devons les aider. Tout comme maintenant, nous venons d'avoir la journée du souvenir de la Shoah et nous disons plus jamais ça, plus jamais ça. Et les Juifs se sont plaints, à juste titre, de la façon dont le monde a tourné le dos au peuple juif pendant l'Holocauste. Nous ne pouvons pas non plus tourner le dos au peuple iranien. Cela dit, le président et le premier ministre ont tous deux déclaré que c'est le rôle du peuple iranien. C'est vrai. En affaiblissant le régime, nous leur donnons une opportunité. C'est exact. Je ne pense pas que nous puissions le faire à la place du peuple iranien. Non, mais pour affaiblir le régime iranien, on ne peut pas passer d'accord avec lui. Alors, on revient exactement au point de départ. Encore une fois, vous avez dit que Trump veut qu'il capitule. Il veut un accord. Il a dit une fois reddition sans condition. Reddition. S'ils se rendent et lui donnent tout ce qu'il veut sur la question nucléaire, Ruti, alors tu vas te retrouver avec un accord avec le régime iranien. Ce n'est pas qu'une question nucléaire. Il y a aussi les missiles balistiques et les groupes terroristes mandataires. Non, se rendre ne signifie pas seulement la question nucléaire, même si c'est la principale. Oui, parce que tout le reste suit. Ruti, tout ce que je dis, Ruti, c'est que je veux un changement de régime en Iran. Je pense que tout le monde veut voir un changement de régime en Iran. Avant tout, le peuple iranien veut voir un changement de régime en Iran. Je dis juste que je ne suis pas sûr qu'on puisse fonder une politique là-dessus. Je te rappelle, et je l'ai déjà dit dans cette émission, qu'entre l'opération du 25 juin et l'explosion de la révolte populaire contre le gouvernement, il s'est écoulé 6-7 mois. Et donc, une fois que cette guerre sera terminée, cela ne veut pas dire que le changement de régime est exclu. Oui, un changement de régime reste envisageable, voire davantage. Je ne dis pas que c'est une option politique, ni qu'il faut poursuivre la guerre jusqu'à un changement de régime. Je ne pense pas que quelqu'un dise cela. Permettez-moi cependant d'aborder la question du Liban que vous avez soulevée à juste titre parce que c'est dans l'actualité et c'est important, mais il y a quelque chose de très surréaliste dans ce qui se passe à Washington parce que, je veux dire, nous parlons au gouvernement libanais. Le gouvernement libanais dit qu'il veut avoir de bonnes relations pacifiques avec Israël et pouvons-nous résoudre tous les problèmes? Pourquoi surréaliste? Parce que le gouvernement libanais est faible. Malheureusement, le gouvernement libanais dit ce qu'il faut et ces derniers temps, c'est de plus en plus le cas. Ont-ils la capacité de mettre en œuvre leurs belles déclarations? Et là, la question reste très ouverte. Parce que si on regarde les faits, je veux dire, ils ont pris une décision, c'était quoi, il y a 3 semaines, d'expulser l'ambassadeur iranien. Ils n'ont même pas pu le faire. Ils n'ont même pas pu expulser l'ambassadeur iranien. Maintenant, ils ont adopté toutes ces nouvelles lois et ils ont déclaré que les gardiens de la révolution iranienne devaient partir et que le Hezbollah devait se désarmer et tout ça, mais ils n'ont pas le pouvoir de faire appliquer ces mesures.
Même si nous voulons la paix au Liban, il faut comprendre que le Liban, le fait qu'ils disent vouloir discuter de paix et nous rencontrer, c'est déjà très bien. Nous ne devrions pas, je dis toujours, si un pays arabe veut la paix avec Israël, discutons-en. Il n'y a aucune raison de fermer la porte, mais nous devons comprendre que le Hezbollah est malheureusement la véritable puissance aujourd'hui à l'intérieur du Liban. Et donc, je pense que si Israël vainc militairement le Hezbollah, cela créera les conditions pour la paix entre Israël et le Liban. Je pense que cela touche aussi à la question iranienne. Si l'Iran sort de ce conflit affaibli, désarmé, oui, plus faible économiquement, militairement et politiquement, cela signifie que sa capacité à aider le Hezbollah à se rétablir sera bien moindre, beaucoup, beaucoup moindre. Ce qui veut dire que, je pense aussi, cela renforcerait la possibilité d'un accord avec le Liban. Mais tout dépend de la défaite militaire du Hezbollah, parce que sans cela, ils ont toutes les cartes en main au Liban. Il faut les leur enlever. Je suis tout à fait d'accord. La différence maintenant, ce n'est pas que le gouvernement libanais ou l'armée libanaise soit plus fort. En fait, ils sont terrifiés par le Hezbollah et ils sont aussi infiltrés par le Hezbollah. La beauté de cette réunion, c'est que c'est la première fois que le Liban se met réellement en travers de son chemin. Reconnaître qu'Israël fait une bonne chose en combattant le Hezbollah, plutôt que de dire « vous bombardez notre pays, vous détruisez notre pays ». Enfin, on entend des voix du Liban dire « nous ne voulons pas que vous bombardiez notre pays ». Tout d'abord, vous savez, le Hezbollah utilise les infrastructures civiles pour commettre ses actes terroristes, comme le Hamas, comme la République islamique, etc. C'est leur mode opératoire, n'est-ce pas? Ils se cachent derrière les civils. Et c'est pourquoi Israël dit à la population civile d'évacuer. Et dans ce cas, de se déplacer vers le nord, au-delà du fleuve Litanie, etc. Mais c'est la première fois que le gouvernement libanais n'attaque pas Israël pour cela. Donc, si le Liban disait « Écoutez, nous allons conclure un accord. Nous sommes juste faibles, vous savez, s'il vous plaît, continuez à vous battre. » Et ce n'est pas ce qu'ils disent, mais c'est sous-entendu dans une certaine mesure parce qu'ils n'ont pas exigé que nous arrêtions de tirer sur le Hezbollah pendant qu'ils allaient à Washington, pendant que le groupe se réunissait à Washington. Donc, c'est un indice. C'est un bon signe qu'ils n'ont pas dit au début. Ils ont dit, oui, donc ayons aussi un cessez-le-feu avec le Hezbollah et ensuite nous aurons des discussions. Non, et Israël n'a pas accepté cela. Et le président Trump n'a pas insisté là-dessus. Il n'a pas exigé qu'Israël cesse de tirer sur le Hezbollah pendant ce cessez-le-feu avec l'Iran. Et le Liban, finalement, n'a pas insisté pour que cela soit une condition préalable à une rencontre à Washington avec le secrétaire Rubio. Donc, ce sont tous de bons signes. Mais sans défaite militaire, le Hezbollah va, vous savez, le Hezbollah, encore une fois, ils sont là comme des cafards. Vous en tuez quelques-uns, puis d'autres apparaissent. Il faut résoudre ce problème. Ce n'est pas suffisant militairement, mais il faut le résoudre en exerçant des pressions de toutes parts. L'option militaire n'est qu'une forme. La composante militaire est essentielle. Ce n'est pas une simple option. Et je pense que nous avons une bonne carte à jouer parce que, comme tu le sais, Ruti, nous avons en ce moment une grande force israélienne présente au sol dans le sud du Liban qui s'occupe de l'infrastructure du Hezbollah là-bas dans le sud. Bien sûr, le Hezbollah a aussi une infrastructure dans le nord. Certaines des roquettes tirées sur Israël proviennent d'autres régions du Liban, pas du sud. Mais quel est le changement crucial ici? Parce qu'Israël est sur le terrain et Israël a dit, le ministre de la Défense a dit, Israël a dit, nous restons au Liban jusqu'à ce que nous soyons convaincus que le Hezbollah ne reviendra pas dans le sud et ne représentera pas une menace d'attaque contre Israël. Nous avons une carte à jouer dans un accord de paix avec le Liban. À partir du moment où le gouvernement libanais peut garantir qu'Israël ne fera pas face à des tirs hostiles venant du Liban, non pas de l'État libanais, mais du territoire libanais. Je parle bien sûr du Hezbollah, donc nous restons sur place. Et je pense que c'est un levier très puissant, n'est-ce pas? L'idée qu'Israël se retire et qu'une force de l'ONU soit présente, on a déjà essayé, ça n'aide pas. Israël restera dans le sud du Liban. En l'absence d'un accord de paix qui verrait le Hezbollah désarmé et la souveraineté libanaise rétablie dans le sud du Liban. Pas simplement,
Pas juste une présence libanaise symbolique, mais une véritable présence du gouvernement libanais et non du Hezbollah. Donc, nous avons cette carte à jouer, nous devons la jouer au bon moment et cela devrait être une incitation pour le Liban à faire ce qu'il faut. Vous voulez qu'Israël quitte le Sud, vous devez désarmer le Hezbollah. Vous devez vous assurer que le Hezbollah ne représente pas une menace pour Israël. Leur capacité à le faire aujourd'hui est très limitée. C'est pourquoi nous resterons dans le sud du Liban dans un avenir prévisible. Absolument. Et je vais vous dire autre chose qui m'est venue à l'esprit à propos du Liban et pourquoi, et peut-être que le gouvernement libanais a les yeux tournés vers les accords d'Abraham, parce que de quoi s'agit-il? Que font les politiciens libanais? Qu'est-ce qu'ils observent? Ils assistent à une refonte complète de l'ordre mondial. Le président Trump a attaqué les pays de l'OTAN parce qu'ils ne faisaient pas leur part. Nous voyons que les pays des accords d'Abraham sont en train d'être attaqués par l'Iran pendant cette guerre. Ils ont reçu plus de missiles qu'Israël. Donc, ce que vous voyez, c'est un réalignement. Et peut-être que le Liban se dit « Waouh, vous savez, vous avez mentionné ces forces internationales comme la FINUL. Non seulement la FINUL était inutile au Liban, mais elle était aussi de mèche avec le Hezbollah et a également fait ce que l'ONU fait toujours, condamner Israël, dire que nous avons tiré délibérément sur les forces de la FINUL. C'était un mensonge. D'accord, ils étaient de mèche avec eux, comme l'UNRWA l'était avec le Hamas. Peut-être que le gouvernement libanais se dit « Voilà notre opportunité. Nous voyons que le président Trump, vous savez, nous voyons que l'Europe attaque Trump, attaque Israël. Et en fait, les pays des accords d'Abraham prennent des initiatives. Donc, s'il y a un réalignement, le Liban préférerait probablement être sous ce parapluie protecteur, disons. Je suis d'accord. Et je pense que nous parlons d'un changement régional plus large qui a commencé avec les accords d'Abraham lors du premier mandat de Trump. Et je pense qu'en conséquence de cette guerre contre l'Iran et du combat d'Israël contre le Hezbollah, je pense que ce processus ne fait que se renforcer. De plus en plus de personnes dans le monde arabe, ils n'aiment peut-être pas Israël. Ils ne vont peut-être pas, vous savez, se dire sionistes. Ils peuvent avoir de la solidarité avec les Palestiniens parce que ce sont leurs coreligionnaires et leurs frères arabes, et ainsi de suite. Mais au final, ils comprennent qu'Israël est une puissance régionale. Ils respectent Israël et ils comprennent qu'il est bon d'avoir un accord de paix avec Israël. Il est bon de vivre en Israël dans de bonnes relations de voisinage. De plus en plus de personnes au Liban le souhaitent. Même les Syriens parlent de conclure un accord, une sorte d'accord avec Israël. Et donc, je pense que nous assistons, pour reprendre le terme de Shimon Peres, à l'émergence sous de nombreux aspects d'un nouveau Moyen-Orient. Un nouveau Moyen-Orient basé sur la coopération entre Arabes et Israéliens, parce que c'est dans notre intérêt mutuel de le faire. Et je pense que ce que nous avons vu, enfin la vérité, c'est que, comme tu l'as dit, Ruti, tu veux que ce régime tombe le plus vite possible. Je ne suis pas sûr qu'il tombera rapidement. Cela pourrait prendre plus de temps. J'aimerais qu'il tombe, comme je l'ai dit, mais cela pourrait prendre plus de temps. Mais l'un des aspects positifs du fait qu'il ne tombe pas, c'est que tant que les États arabes considèrent l'Iran comme une menace, cela les pousse davantage à faire la paix avec Israël. Pourquoi les Libanais discutent-ils davantage avec Israël? Pour obtenir de l'aide contre le Hezbollah. Et donc, je pense que ce processus de réconciliation arabo-israélienne va devenir de plus en plus fort. Les Palestiniens ne recevront rien de plus que des paroles en l'air de la part de leurs frères arabes. Oh, absolument. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Cela dit, je veux juste faire 2 remarques. Premièrement, chaque fois que tu en parles, tu dis des choses comme « Eh bien, ce n'est pas que ces pays deviennent sionistes ou qu'ils aiment Israël ou qu'ils aiment les Juifs. Tu sais ce qui est ironique là-dedans? C'est l'Occident qui déteste Israël maintenant. C'est l'Occident qui se retourne contre les Juifs. L'antisémitisme explose partout. Encore une fois, c'est une ironie du changement dans l'ordre mondial. C'est la première chose. Donc, tu n'as même pas besoin de dire que ce n'est pas qu'ils aiment soudainement Israël. Oui, j'aimerais voir la Grande-Bretagne, la France et tous ces autres pays. Tu sais, je dois te dire, vu la façon dont ils sont alliés, on n'a pas besoin de ce genre d'alliance, d'accord? Je préférerais avoir une alliance avec les pays arabes qui, comme tu l'as dit, respectent vraiment notre puissance, ce qui m'amène à ce que tu as dit sur le nouveau Moyen-Orient de Shimon Peres. Il croyait à ce faux nouveau Moyen-Orient, mais bon, la paix se répand partout.
Ce genre de paix est authentique si elle est basée sur la paix par la force et les intérêts, comme tu l'as dit, et non pas sur une sorte d'accord de paix utopique bidon, tu sais, parce qu'à chaque fois que quelqu'un comme Shimon Peres prononçait le mot paix, il fallait se baisser pour éviter les missiles et les attentats suicides qui arrivaient. Et tout ce que je dis maintenant, c'est que si nous avons de nouvelles alliances avec des pays arabes et qu'elles finissent par être plus fortes qu'avec l'Europe, eh bien tant pis, c'est dommage, d'accord? Parce que l'Europe va voir que son comportement et ses politiques actuelles vont la faire chuter. Nous disons que le régime en Iran tombera. L'Europe va mourir si elle continue ses politiques horribles, que ce soit en matière d'immigration, d'apaisement du terrorisme ou d'attaque contre Israël. Ils vont voir ce qui est arrivé à leur société. Donc, ça me va si nous avons la paix grâce à la force avec nos voisins arabes. Oui. Parce que vous avez mentionné l'Europe et qu'hier c'était Yom HaShoah en Israël, la journée du souvenir de l'Holocauste. Selon le calendrier hébraïque. Peut-être que je vais consacrer les 2 dernières minutes, car nous arrivons à la fin de notre programme pour parler de Yom HaShoah. Et Israël fait face à des défis, oui, et la guerre avec l'Iran n'est pas terminée. Des combats au Liban, des soldats israéliens en action à Gaza. En Syrie, nous avons des Israéliens. Nous faisons face à de nombreuses menaces. Mais il ne fait aucun doute aujourd'hui qu'Israël est la puissance régionale dominante au Moyen-Orient. Et les États-Unis d'Amérique sont notre allié le plus proche au monde, la superpuissance régionale et la superpuissance mondiale. Maintenant, pourquoi est-ce que je dis cela? J'ai déjà dit, je crois, sur cette émission que mon père est né à Magdebourg, en Allemagne, en 1931. Et dans quel monde vivaient les Juifs là-bas? Oui, nous étions les victimes, nous étions apatrides, nous étions persécutés. Nous avons subi un génocide. Les Juifs de sa génération ont traversé les horreurs de la Shoah. Où en sommes-nous avec nos problèmes? N'oublions jamais, le peuple juif n'est plus apatride. Le peuple juif n'est plus impuissant, et surtout le peuple juif n'est plus sans défense. Nous pouvons nous défendre contre ceux qui veulent nous nuire et ne devons jamais l'oublier. Yom HaShoah consiste à se souvenir des 6 millions de personnes qui ont été assassinées, mais c'est aussi se rappeler que nous avons été un peuple qui ne pouvait pas se protéger lui-même. Et le sionisme, la révolution sioniste et la création de l'État d'Israël ont donné aux Juifs le pouvoir que possèdent tous les autres pays, la capacité d'être souverains et de protéger notre peuple. Et le fait qu'il existe un pays sur la planète qui affirme être l'État juif et qui donne la priorité à la protection du peuple juif, c'est un changement énorme, un changement positif et quelque chose dont je pense que nous pouvons tous être très fiers. Oh, il n'y a aucun doute là-dessus. Et malheureusement, de nombreux Israéliens ont été tellement traumatisés le 7 octobre 2023 en se disant « Waouh, nous avions dit plus jamais ça, mais nous avons failli le revivre. » D'accord. Cependant, comme vous l'avez souligné, nous avons rapidement surmonté cela en nous battant. Nous n'avons finalement pas succombé à cette menace. Donc oui, c'est une leçon importante. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et avant de conclure, j'aimerais simplement demander à ceux qui ont aimé notre contenu de mettre un j'aime, de s'abonner et de nous retrouver la prochaine fois. À la semaine prochaine, Ruti.